Bonjour, aujourd'hui, nous trois, on a envie de vous parler de la question de l'abri. Comment faire pour retrouver un refuge, un abri, quand notre abri a été endommagé, comment le réparer, comment l'habiter, ou comment faire quand on a été chassé de chez soi. Et ça concerne aussi bien la réalité psychique, symbolique, que la réalité concrète. Mais oui, il est des personnes qui sont dans cette situation dès leur plus jeune âge, comme le dit si bien Sandor Ferenczi. Oui, j'ai constaté que quand des personnes se trouvent dans des situations répétées d'accidents, de conflits, de mise en danger, il s'agit souvent d'enfants mal accueillis dès la naissance. En quelque sorte des enfants chassés du nid, ou n'ayant reçu que des abris très précaires, ou n'ayant eu que des maisons sans grande solidité. La question, c'est que parfois, pour ces personnes, une partie d'elles-mêmes croit qu'elle est en sécurité, alors que l'abri n'est pas du tout solide. La question de la sécurité, elle se pose au niveau affectif, au niveau matériel et parfois aux deux niveaux. Bah Zoé, de quoi tu parles au juste? Tu vois, ça peut être des enfants séparés de leurs parents à la naissance, par exemple en couveuse, ou des enfants non désirés pour toutes sortes de raisons, ou des enfants de parents perturbés qui ne pouvaient pas leur faire une vraie place à la naissance, sans compter les enfants malmenés par la vie, les guerres, les exils et tout ça. Mais ces personnes-là, elles ne se rendent pas compte qu'elles n'ont pas d'abri sûr. Je dirais, ils font avec. Ou bien parce qu'elles n'ont pas connu autre chose, ou parce qu'elles n'ont pas les moyens de construire autre chose, elles se sentent paralysées, ou qu'elles ont essayé trop longtemps de demander de l'aide en vain. Et pourtant, heureusement, des patients inventent des solutions, développent des stratégies. Par exemple, Gérard Garouste, un peintre, qui a eu une histoire très traumatique qui l'a conduit en hôpital psychiatrique. Il parle de façon très poétique des abris qu'il a su et pu trouver. Oui, j'ai eu des abris. Le premier, c'était le cerisier dans le jardin de Bourg-la-Reine. Énorme! J'y passais des journées entières. J'avais accroché un panier au bout d'une ficelle et ma mère y déposait mon déjeuner. Elle devenait ma complice. C'était rare. Et le pouvoir de cet arbre se fichait des humeurs paternelles et ne se soumettait qu'aux saisons. Mais tout le monde n'a pas eu de cerisier. Ou si peu. Mais alors, comment faire dans ces cas-là? Comment réparer? Pour restaurer sa maison, sa sécurité intérieure, des psychothérapeutes, des psychanalystes proposent de donner un coup de main, peuvent donner des vrais outils. Par exemple, Peter Levy. Il s'agit non pas de revivre le trauma, mais de renégocier le trauma. Et pour cela, il y a 3 appuis qui fonctionnent ensemble. L'appui sur le corps et ses sensations, l'appui sur le lien avec le thérapeute et l'appui sur les images, sur l'imaginaire. Vous avez raison, le premier abri, c'est le corps. Gisela Pankov, vous avez beaucoup étudié la place du corps pour soigner les patients. Pour moi, étudier la façon dont les patients habitent leur corps est très importante. D'abord, dans les cas extrêmes, les patients sont chassés de leur corps, ils s'évadent de leur corps. Jean Quérol, un rescapé des camps de concentration, dit
Le prisonnier n'était jamais là où on le frappait. Sa force et sa résistance devenaient extraordinaires parce qu'au moment où on le bafouait, apparaissait soudain le vieux pommier de son jardin. On peut dire à la question où est le prisonnier, puisqu'il n'habite plus son corps, la réponse c'est le vieux pommier de son jardin. Bon, ça, c'est pour le sujet simple, soumis à des cas extrêmes. Pour d'autres patients en grande difficulté psychique, les choses sont différentes. La difficulté pour eux est de ne pas savoir faire la différence entre une partie et la totalité du corps. Oh là là, mais vous parlez là de deux situations vraiment terribles. Mais dans les situations un peu ordinaires, où il y a du trauma, de la difficulté, mais où quand même on arrive un peu à avancer. Comment ça se passe le corps? Je crois que le corps peut être gravement impacté par le trauma, mais qu'en même temps, le corps peut dissiper le trauma. Quand la personne est prise dans un trauma grave, l'énergie de son corps n'a pas pu être utilisée pour fuir ou combattre. Alors cette énergie tourne en boucle, en paralysie, en terreur, en rage. Dans ces cas-là, proposer au patient de se connecter à la fois avec des images et des sensations heureuses peut lui permettre de retrouver cette énergie pour agir, pour se connecter avec l'autre. Il me semble, Peter Levine, qu'on peut bien préciser que cet appui sur les sensations, vous l'ancrez dans un lien très fort avec le thérapeute. Oui, bien sûr. Mais d'autres analystes nous ont parlé de cette importance du lien. Oui, tu te souviens, par exemple, Philippe Réfaber situe le lien avec le thérapeute du côté du témoignage. La question de la solitude, du manque d'abri, de couverture, se pose d'autant plus s'il y a eu un meurtre d'âme, où l'agresseur ou l'entourage font comme si de rien n'était, et où même il est dénié à l'enfant d'être son propre témoin. On lui refuse le droit de croire à ses propres sensations. Oui, par exemple, Donald Winnicott nous a parlé de la capacité d'être seul grâce au lien avec un autre. Le fondement de la capacité d'être seul est l'expérience d'être seul en présence de quelqu'un. Un peu comme un enfant qui jouerait tranquillement à côté de sa mère qui ferait autre chose, ou comme un bébé kangourou où l'enfant serait ou dans la poche ou à côté. Au tout début, il faut être deux pour être seul. La maturité et la capacité d'être seul impliquent que l'enfant a eu la chance, grâce à des soins maternels suffisamment bons, d'édifier sa confiance en un environnement favorable. L'adulte devenu mature va pouvoir protéger son noyau de solitude sans rompre contact ni avec lui-même ni avec les autres. C'est ce que les thérapeutes essaient de faire, être deux pour sortir de l'isolement et du vide intérieur. Mais Zoé, il n'y a pas que le lien avec les thérapeutes pour éprouver le lien. Ça existe aussi dans l'amour. Par exemple, James Baldwin, que tu m'as fait lire, il en parle magnifiquement. Le monde change et pour toujours, parce que vous aimez une personne. Vous êtes à la fois plus fort et plus vulnérable, plus libre et plus lié. Libre, paradoxalement, parce que maintenant vous avez un foyer, les bras de votre amant. Gaston Bachelard, le philosophe, évoque lui aussi l'importance de l'abri et des images qui s'y rapportent. La maison abrite le rêveur. La maison abrite la rêverie.
La maison protège le rêveur. La maison nous permet de rêver en paix. L'oiseau construirait-il son nid s'il n'avait confiance dans le monde? La maison maintient l'homme à travers les orages du ciel et les orages de la vie. La maison-nid n'est jamais jeune. On y revient ou on rêve d'y revenir, comme l'oiseau revient au nid. Mais Zoé, ceux qui n'ont pas d'abri, qui sont chassés du nid, c'est pas que des histoires de famille psychiques. Tous ceux qui sont dans la rue, SDF, dans des tentes quechua, ceux qui pâtissent des inégalités sociales, des guerres, des exils, ça a à voir avec tout ça. Eux aussi sont chassés du nid. Mais oui, tu as raison Clément. Ça nous concerne, nous les psychanalystes. Et d'ailleurs, le psychanalyste Bruno Bettelheim, c'est en sortant de l'expérience terrible d'avoir été enfermé dans un camp de concentration qu'il a décidé de créer un lieu de soins pour des enfants en grande difficulté psychique. J'ai essayé de créer un lieu pour renaître. J'ai proposé un cadre où les détails, l'architecture étaient très importants. Par exemple, le dortoir des petits garçons, les lits avaient des formes de bateaux. Mais surtout, l'ambiance, la solidarité entre soignants et patients était fondamentale. L'équipe était très engagée. On prenait le temps de réfléchir, de parler ensemble de toutes les interactions. Et ça a marché. Des enfants qui ont vécu dans cet environnement plusieurs années, ils ont pu guérir et ensuite mener leur vie à l'extérieur. L'expérience de la sécurité, ça donne de l'élan pour la curiosité, pour l'action. Ceux qui ont pu intérioriser un abri sécure à l'intérieur d'eux, ils peuvent galoper dans le vaste monde. N'est-ce pas, Gaston Bachelard? On peut dire que la psychanalyse vient en aide à des inconscients délogés, des inconscients brutalement et insidieusement délogés. Mais paradoxalement, la psychanalyse met le sujet, l'être, plutôt en mouvement qu'au repos. Elle appelle l'être à vivre à l'extérieur des gîtes de l'inconscient, à entrer dans les aventures de la vie, à sortir de soi. Il faut donner un destin du dehors à l'être du dedans. Si je comprends bien, le thérapeute il doit à la fois valider l'importance d'avoir un lieu sûr où habiter et l'importance pour l'adulte de prendre soin de l'enfant qu'on a été. Bien sûr. Bon, c'était bien touchant de finir sur cette image de l'adulte qui prend soin de l'enfant qu'il a été. Bon, on va écrire un cordel sur le même sujet. On va mettre aussi des liens biblios sur ce sujet dans le site www.outildussoin.fr et aussi sur YouTube. Bon, merci et puis à bientôt.